moi, quand j'entends les personnes qui n'ont à la bouche uniquement la défense des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. On peut pas en placer une. On les entend beaucoup quand même. Non mais excusez-moi Nathalie Saint-Cric, moi vous savez, je viens pas souvent sur les plateaux, moins souvent que vous. C'est pas mon métier. Donc voilà, permettez juste que je fasse quelques phrases. Et vous pensez que c'est un fantasme de dire qu'il y a des gens qui vont se partir puisqu'on va les arrêter, leur mettre des menottes à l'aéroport. Mais attendez. Vous caricaturez. Mais je me caricature pas du tout. C'est vous qui faites un livre de philosophie et de morale économique. C'est-à-dire vous franchissez le cap de ce qui est simplement l'économie. Vous savez très bien qu'en disant l'économie politique, les gens, on va les arrêter. C'est comme si on mettait des guillotines. Vous voyez bien pourquoi ça monte en débat. Vous arrêtez plus là. Je m'arrête totalement. Vous commencez sur les menottes, vous arrivez sur la guillotine. Mais je veux vous dire que vous comprenez bien la milliardaires vous ont pour les défendre. Mais écoutez. Et le patronat sont vent debout. Chaque jour, le débat s'électrise un peu plus. Bernard Arnault vous accuse de vouloir mettre à terre l'économie française. La droite, le patronat assure que vous allez faire fuir les grandes fortunes. Et vous répliquez. Alors, vous avez déclaré à Bloomberg, ceux qui ne paient pas ou qui chercheraient à s'exiler, il faut geler leurs avoirs, il faut les arrêter même à l'aéroport. Est-ce que vous ne craignez pas de rajouter un peu d'huile sur le feu à ce débat déjà électrique ? Attendez, je dis juste, les personnes vont payer les impôts qu'ils doivent, il n'y a aucun souci. Je dis juste, pour ceux qui seraient tentés de ne pas payer, ils seront comme tous les Français. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous décidez de ne pas payer vos impôts, oui, vous pouvez avoir des gels d'avoir, des gels de liquidité. Enfin, vous voyez, cette idée qu'on peut soi-même fixer le montant de ses impôts, mais en fait uniquement pour les milliardaires, alors que les autres, de toute façon, accepteront toujours de payer ce qu'on leur fait payer, c'est faux. Donc, à un moment, effectivement, vous avez des saisies de biens. Si tous les biens ont été placés à l'étranger et qu'effectivement, vous arrivez à l'aéroport, sans doute, on va vous demander de vous mettre en conformité avec la loi. Mais écoutez, là, essayons d'un peu de calmer le débat et de regarder les choses calmement. Les 500 plus grandes fortunes françaises ont progressé de 500% entre 2010 et 2025. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les magazines qui suivent les fortunes françaises. Progression de 500%. C'est-à-dire, elles sont passées de 200 milliards d'euros en 2010. Ces personnes n'étaient pas pauvres en 2010. Et elles sont à 1200 milliards aujourd'hui, plus 500%. Donc, une taxe minimale de 2% par an sur ces personnes, ça veut dire qu'il faudrait un siècle pour revenir au niveau de 2010, à supposer que ces personnes n'aient aucun revenu dans l'intervalle pendant un siècle. Donc, vous voyez que c'est vraiment une contribution, mais minimaliste. Enfin, si on regarde objectivement les choses. Dire qu'une contribution aussi minimaliste, enfin, vous vous rendez compte quand même, Nathalie Saint-Cric, ce que ça veut dire? Il faudrait un siècle pour revenir. Non, mais je vous regarde parce que je vous ai en face de moi. Et donc, concerné par la taxe. Non, mais je vous dis, parce que je pense que c'est une question à un moment, il faut qu'on est obligé quand même de regarder les chiffres. Il faudrait un siècle de cette contribution minimale pour revenir au point de départ de 2010, qui n'était pas un état de pauvreté pour les grandes fortunes françaises. Donc, et en supposant qu'il n'y ait aucun revenu dans l'intervalle. Donc, si vous voulez, on perd un peu parfois tout sens commun dans cette discussion. C'est-à-dire, si on n'est même pas capable de se mettre d'accord là-dessus, qui est vraiment un minimum absolu. Et vous savez, il faudra aller beaucoup plus loin, parce que la situation d'endettement public qui est aujourd'hui en France. Il faut bien se rendre compte. Moi, je travaille d'abord comme chercheur en histoire économique et j'essaye toujours de remettre les choses en perspective historique. C'est la 4e fois que la France, dans son histoire, atteint ce niveau d'endettement public. C'est arrivé au moment de la Révolution française, c'est arrivé après chacune des 2 guerres mondiales. Alors on peut dire, à chaque fois on s'en est sorti, c'est vrai, mais à chaque fois, ça a été des crises politiques considérables. Et à chaque fois, il a fallu mettre à contribution des patrimoines privés. C'est-à-dire l'idée qu'une dette publique de ce niveau-là peut être vaincue simplement par des mesures classiques où on gèle un peu les dépenses, on augmente un peu les impôts sur tout le monde, mais il faudrait 50 ans ou 100 ans d'excédent budgétaire de 1 ou 2 points de PIB pour réduire une dette publique comme ça. Donc, historiquement, je sais que c'est désagréable comme idée, mais historiquement, il y a toujours eu une mise à contribution des patrimoines privés. Et soit vous le faites de façon transparente, démocratique, soit vous le faites de façon très sournoise, ça peut être par l'inflation, qui est un impôt sur les patrimoines des plus hauts. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire tous ceux aujourd'hui là, qui prennent la défense des milliardaires à qui on demande 2% de contribution par an, n'ont rien dit quand on avait 10% d'inflation à cause de dépenses non financées. Et 10% d'inflation, ça veut dire que sur tous les Français qui avaient 50 000 euros sur un livret d'épargne, ou 10 000 euros sur un livret d'épargne, ou 100 000 euros sur un livret d'épargne, ont payé un impôt sur leur patrimoine de 10%. Et là personne s'en offusque. Quand vous avez une taxe foncière qui augmente chaque année sur des personnes qui possèdent un appartement de 200 000, 300 000 euros, parfois avec un emprunt quasiment du même montant, et donc en fait, où ils sont pas riches, ils ont un patrimoine net qui est minuscule, ils vont rembourser
des intérêts d'emprunt équivalents à un loyer pendant des années. Et ces personnes paient aujourd'hui une taxe foncière, je veux le dire, qui va être du même montant que quelqu'un qui aurait le même appartement de 300 000 euros et 3 millions d'euros de patrimoine financier. C'est un système invraisemblable. Et c'est d'abord face à cette injustice sur laquelle chacun devrait se dresser. Donc moi, quand j'entends les personnes qui n'ont à la bouche uniquement la défense des patrimoines de plus de 100 millions d'euros... On peut pas en placer une. Oh, on les entend beaucoup quand même. Hein. Non mais excusez-moi Nathalie Saint-Cric, moi je viens pas souvent sur les plateaux, moins souvent que vous, c'est pas mon métier. Donc voilà, permettez juste que je fasse quelques phrases. Deux choses. La première, la critique principale sur la taxe Zuckman, c'est d'y laisser l'outil de travail. Pour le reste, hypocrisie totale. Et le cornu, et les autres. Hypocrisie totale, c'est 90% des plus hauts patrimoines. D'accord, mais tout le patrimoine est utile. Vous savez, une maison, c'est très utile aussi. Enfin, dans ce cas-là, on taxe rien. C'est pas la même chose pour les gens qui ont... prenez un certain nombre de personnes. Dans ce cas-là, on supprime la taxe foncière. Ça veut dire que tout ce qui est dans par exemple, les start-up ou les entreprises qui peuvent être valorisées par l'avenir, vous considérez que, et M. Zuckman répond d'ailleurs en disant, ils n'ont qu'à donner des actions. Donc ça, c'est pas un problème qu'on laisse l'outil de travail dans l'assiette de cette taxe. C'est juste ça la critique principale qu'on fait. C'est pas sur le fait de faire payer les riches. Mais 90% du patrimoine les plus riches sont des actions dans les entreprises. Donc si vous exonérez 90%, autant dire tout de suite que vous ne pouvez pas les imposer. Que Zuckman ne soit pas européen, c'est-à-dire qu'en gros, on soit tous égaux par rapport à la taxe Zuckman, n'est pas un problème pour vous, et vous pensez que c'est un fantasme de dire qu'il y a des gens qui vont se partir puisqu'on va les arrêter, leur mettre des menottes à l'aéroport. Mais attendez. Vous caricaturez. Mais je me caricature pas du tout. C'est vous qui faites un livre de philosophie et de morale économique. C'est-à-dire vous franchissez le cap de ce qui est simplement l'économie. Vous savez très bien qu'en disant l'économie politique, les gens, on va les arrêter. C'est comme si on mettait des guillotines. Vous voyez bien pourquoi ça m'entend débat. Vous arrêtez plus là. Je m'arrête totalement. Vous commencez sur les menottes, vous arrivez sur la guillotine. Mais non, mais je veux vous dire que vous comprenez bien la symbolique. Vous ont pour les défendre. Mais écoutez, attendez une seconde. Vous comprenez la symbolique de vos propos. Non, attendez. Visiblement, vous n'avez pas du tout écouté mes propos. Vous avez juste envie. Non, excusez-moi, là, vous dites n'importe quoi. Eh bien, allons-y. Je suis obligé de vous dire. Donc, premièrement, l'immense majorité des contribuables visés, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, payer 2% d'impôts par an quand ces mêmes patrimoines ont progressé de 7-8% par an de 2010 à 2025. Donc, je dis, il faudrait un siècle d'impôts à 2% pour revenir au niveau de 2010. Donc, l'immense majorité de ces contribuables peuvent acquitter ça sans aucune espèce de difficulté. On parle de cas d'entreprises qui actuellement ont des valorisations boursières extrêmement élevées, qui ne génèrent pas encore de profit. Et qui ne peuvent pas sortir. Alors, c'est une toute petite partie. C'est-à-dire sur les 20 milliards de recettes visées, puisqu'en gros, pour citer les chiffres, les 500 plus grandes fortunes représentent à peu près 1000 milliards, 1200 milliards. Elles étaient à 200 milliards il y a 15 ans, là elles sont à 1200 milliards. 2% de 1000 milliards, 1200 milliards, ça vous fait 20 milliards de recettes. Sur ces 20 milliards de recettes, la fraction qui correspond à des entreprises qui ne génèrent aucun profit et qui n'ont pas généré de revenus sur les années est infinitésimale. Mais il faut en parler. Voilà. Alors, il faut en parler. Dans ce cas-là, effectivement, la solution, elle est très simple, c'est de payer en titres. C'est-à-dire il faut vous défaire de 2% de vos titres, alors qu'on pourrait mettre soit dans un fonds souverain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur d'un fonds souverain. Je rappelle qu'on a des pays comme la Norvège qui ont un fonds souverain avec 300% du PIB en fonds souverain. Et que je sache, c'est très bien géré. Enfin, personne n'y trouve rien à redire. C'est tout à fait une solution. D'ailleurs, au-delà de cette question de fonds souverain, toute cette question, c'est une question d'abord de souveraineté nationale. C'est-à-dire que les entreprises, pour qu'on comprenne bien, ces entreprises céderaient des titres à l'État ? Si vous versez l'impôt en titres, c'est-à-dire si vous possédez 100% de l'entreprise, vous versez 2% de titres. Bon, il vous en reste quand même 90%. Vous avez envie de rester en France dans ces cas-là ?